Passion Auto Rétro vous est présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, c'est du Mont-Tourbillon au Lac-Beauport qu'on vous présente l'émission Passion Auto Rétro. Une voiture très mythique cette semaine. Une voiture qui a fait concurrence à un grand succès de Ford, la fameuse Mustang, vendue à plus de 100 000 exemplaires en seulement 4 mois. GM a réagi et propose la Camaro. Donc cette semaine, on vous présente une Camaro RS 1969 et je vous la fais découvrir avec Éric Desbiens. Depuis 1962, Chevrolet jonglait avec l'idée de produire une voiture du type de la Mustang, mais Ford les devança. Heureusement, la Corvair Monza sauva GM d'une mort certaine dans ce créneau. Cette voiture leur permit d'attendre les 3 ans de développement nécessaires pour la sortie d'une nouvelle voiture. Toutefois, chez Chevrolet, avec la Chevy 2, la Corvair, la Chevelle, la Corvette et la Chevrolet pleine grandeur, on était loin d'être convaincus d'avoir besoin d'un nouveau modèle, croyant que la Mustang n'était qu'un feu de paille. Le projet Camaro fut mis en branle et en décembre 1964, on présenta un modèle d'argile. L'administration limita le nombre de modèles à 2, un hardtop et une décapotable 2 portes, laissant de côté une version fastback. Une imposante liste d'options sera disponible afin que le client puisse l'avoir à son goût personnel. Le millésime 1969 représente la 3e année de production et quelques retouches esthétiques sont visibles sur la carrosserie. Pas moins de 12 moteurs étaient disponibles. Les prix de base variaient de 2 638 $ à 2 940 $. 243 095 acheteurs se sont procurés une Camaro en 1969. Éric, tu es l'heureux propriétaire d'un Chevrolet Camaro Rallye 1969. Une voiture de rêve pour bien des gens. Tout le monde aimerait en avoir une dans sa cour. Toi, c'est un rêve de jeunesse, mais c'est ta première connexion avec l'automobile. Explique-moi un petit peu comment tu es rentré en contact et en amour avec la Camaro. À l'époque de ces voitures-là, mon père a eu lui-même une Camaro 69 neuve qu'il a achetée à Chicoutimi, à un garage. Malheureusement, il s'en est départi 3 ans plus tard, donc 2 ans avant ma naissance. Au final, j'ai jamais connu l'auto. Par contre, j'ai connu beaucoup d'histoires sur l'auto. Ton père, j'imagine, pour avoir une Camaro à l'époque, était maniaque d'automobile. Il aimait ça parce qu'on s'achetait une voiture de ce genre-là quand on aimait l'automobile. Lui, dans son cheminement, ton père, est-ce que c'était la voiture de ses rêves? Je pense que oui, parce que la Camaro venait juste de sortir. C'était le nouveau modèle. Il est rentré dans la salle de montre, puis il a vu cette Camaro-là jaune dans le fond. Il a dit « C'est elle, ça me prend, j'en veux pas d'autres. » Puis contrairement à aujourd'hui, il n'est même pas allé l'essayer. Il est parti avec l'auto directement. That's it? Ah oui, c'était ça à l'époque. Un coup de cœur. Un coup de cœur. Est-ce que c'est sa première voiture? Non, il y a eu des voitures usagées auparavant là, qu'il avait achetées de mon grand-père, mais c'était pas des voitures dignes de mention, je dirais. C'était des voitures de jeunes qui partaient dans la vie et qui n'avaient pas trop de moyens. Exactement. Fait que la Camaro, à quel âge il l'a eu? Il avait 24 ans. C'était sa première voiture neuve. Il venait de commencer à travailler à l'usine Alcan. Il avait été recruté, il était content, il avait une nouvelle job. Fait que c'était un peu ça l'époque. Nouvelle job, nouvelle voiture. C'était un peu le rêve, veut dire, l'Alcan, la Camaro, la jeunesse, c'est un bon moment de vie, ça, là. Oui, puis c'était une époque où il y avait quand même beaucoup de belles voitures. Puis la Camaro, c'était, à mon avis, la plus belle année qu'il y a eu. On le sait plus tard, mais...
Toi, tu es né quelques années plus tard, tu n'as pas connu la voiture, mais on va quand même parler de cette époque-là où il l'a conduit. Ton père t'en a parlé un petit peu de l'époque. C'est une époque un peu fou, un peu folle aussi. Oui. Parle-moi un peu de ton père et des choses qu'il a vécues grossièrement, parce que c'est une voiture que, dans sa vie à lui, a eu beaucoup d'importance. Oui, quand même. Ça a été sa première voiture neuve. C'était une voiture quand même pour l'époque qui était relativement puissante. Au Saguenay, des Camaros jaunes, il n'y en avait pas des tonnes. Si la police te voyait sur un coin de rue, il y avait des bonnes chances qu'ils te retrouvent. Oui, effectivement. Dans le jaune, là. En tout cas, j'entrerai pas dans les détails, mais des fois, c'est mieux de pas trop se sauver, disons, de la police ou des accrochages ou quoi que ce soit. quoi que ce disons soit. que tu es facilement reconnaissable. Avec une Chevrolet Chevette 4 portes, ça passe plus. Mais mettons qu'une Camaro jaune, c'est facile Oui, à retrouver. effectivement. Fait que lui, il s'est amusé pendant plusieurs années, le nombre d'années qu'il l'a eu. Puis toi, suite à ça, suite à toute cette histoire-là, tu as voulu réveiller ce souvenir-là. À partir de quel âge tu as eu l'idée de revoir, on s'entend, c'est pas la même voiture, mais elle est identique au niveau visuel ou presque. Comment c'est arrivé, cette idée de vraiment reconstruire la voiture de ton père? À l'époque, j'étais au primaire, j'entendais des histoires parler de cette Camaro-là. Puis je dessinais moi-même des Camaros. J'aimais ça. Quand j'en voyais une, je demandais à mon père pour faire un détour, puis aller la prendre en photo. Puis j'ai toujours aimé ça, mais j'en ai jamais revu des jaunes comme la sienne. Puis j'en ai jamais revu des jaunes tout court, parce que c'est quand même une couleur qui semble assez rare ici. Malheureusement, la sienne, j'ai aucune idée où elle est rendue, mais j'aurais beaucoup aimé retrouver Probablement l'identique. pressé en quelque part, Ouais. sûrement. Dans le prochain volet, on va parler plus particulièrement de la voiture. Puis après ça, on va aller se promener un petit peu, puis on va parler de la mécanique et du comportement routier. Excellent. Éric, dans le volet précédent, on a vu un peu ton histoire par rapport à l'automobile, on a parlé un peu de ton père. Là, on va aller se promener, on va aller triper un peu avec la voiture, puis on va en parler en roulant. Excellent. La Camaro, Éric, c'est une voiture qui était sortie, mais qui n'était pas planifiée par la haute direction de GM. C'est vraiment le succès de la Mustang qui a fait que GM a décidé d'aller de l'avant par un produit comme ça. Oui, bien effectivement, ils n'ont pas eu le choix parce que, vu le succès du Pony Car, de la Mustang, GM se devait de réagir. Il n'y avait pas le choix. Puis la haute direction, ça, je sais, j'ai lu beaucoup là-dessus. La haute direction de GM ne croyait pas du tout au projet de la Mustang. Ils pensaient que Ford allait vraiment faire un flop total. Et d'ailleurs, Ford avait à l'époque eu un gros échec avec la division Edsel. Oui, Puis elle a vraiment un échec. Ça avait mis la compagnie dans une situation financière très difficile. Donc, la haute direction du GM, eux, étaient comme réticents. Et c'était des vieux directeurs qui dirigeaient GM à cette époque-là. Puis eux, ils voulaient des voitures de gros format, confortables, avec des gros moteurs, alors qu'il y a une jeunesse, les boomers qui arrivaient dans le marché. Puis Lee Iacocca, chez Ford, a vu ça venir. C'est pour ça qu'il a pris la Falcon et qu'ils ont fabriqué la Mustang, finalement. Ouais. Donc, la haute direction de GM, à ce moment-là, a réagi et ont créé la Camaro. C'est devenu une voiture mythique, puis avec beaucoup de succès aussi. Il y a eu 700 000 Camaros de ta génération qui ont été produites entre 1967 et 1969. Parle-moi donc un petit peu de ta restauration de voiture. C'est une voiture que tu as retrouvée dans quel état? Bien, en fait, moi, l'auto, je voulais en avoir une identique à celle de mon père. Donc, j'ai fait des recherches pour jaune, RS 69, V8, automatique. Oui. Et la plupart des restaurations sont des SS Z28, donc c'est plus compliqué à trouver. Bref, j'ai trouvé celle-ci au Tennessee, aux États-Unis, originalement vendue en Floride. Donc c'est une voiture vendue aux États-Unis d'abord. Oui, c'est ça. Puis après ça, bien, je me suis informé, j'ai fait les démarches pour la faire venir ici. La voiture en tant que telle a été restaurée en 2007, le côté carrosserie, intérieur et tout. Par contre, elle est arrivée ici avec l'intérieur chromé, l'intérieur du capot moteur chromé, rempli de chrome à la grandeur.
Moi, c'était pas mon genre de restauration que je voulais, mais la base de la voiture était bonne. La voiture est matching numbers avec son moteur d'origine, air climatisé d'origine, transmission d'origine. Fait que bref, durant le premier hiver que j'ai eu l'auto, en 2016, 2015-2016, j'ai fait restaurer le compartiment moteur en entier, faire remonter le moteur avec des pièces d'origine, avec identique comme c'était à l'époque. Toi, ton but, là, c'était d'avoir une voiture d'origine, comme elle sortait de la chaîne de production, pour avoir une voiture qui a une valeur, puis qui tient aussi au niveau de l'ensemble. Oui, bien, le but était pas d'avoir une voiture performante, comme la mode est mettre des resto-modes, des gros moteurs. On a plein de gros moteurs disponibles sur le marché, là. Moi, ce que je voulais, c'était vivre l'époque des années 60, l'époque que mon père a vécue, l'époque où nos parents étaient là, pas attachés. Puis c'est bon, on fait pas ça aujourd'hui, évidemment. Là. Non, mais il faut quand même le souligner. À l'époque, la sécurité était pas importante. On regardait surtout l'esthétique de la voiture, la performance. C'était pas vendeur de parler de sécurité. Non, puis même, on le voit même avec le côté pratique de l'auto versus l'époque. Mais c'était beau, c'était du design, c'était du son, c'était de la puissance. Donc, bref, c'était ça que je voulais revivre. Je voulais pas une voiture qui tenait le chemin comme une Formule 1 de l'année. Là. C'était pas ça D'avoir l'idée. du plaisir à conduire avec un petit brin de nostalgie, puis avoir Exactement. fun, dans le fond. En terminant, Éric, j'aimerais ça juste faire un rappel un peu sur le nom Camaro. Oui. C'est un nom français qui veut dire camarade, mais les gens de Ford riaient un peu de GM à cette époque-là, parce que le nom Camaro voulait aussi dire escargot en espagnol. Donc, Ford, la réponse de Ford à ça, c'était que, voyons, vous vendez des escargots. GM avait rétorqué en disant une Camaro, c'est une bébite mangeuse de Mustang. C'est comme ça qu'on terminait ça. Nous, de notre côté, bien, on finit notre petite balade et on se retrouve sur le plateau pour la continuité de l'émission. Bien, excellent. Cette semaine, Mario, on parle de la première roulotte à sellette créée. Oui, dans le jargon des gens, le fameux fifth wheel. Oui. Donc, on est vraiment dans les premiers balbutiements de la caravane à sellette. On est dans l'époque art déco, OK? Mettons, au milieu des années 30, tout ça. Le concept est vraiment, vous allez voir ces photos, assez futuriste quand même. C'est un système qui a été conçu par le docteur Hubert Eaton à partir d'un camion Réo. Donc, on a fait un véhicule tracteur avec une forme exceptionnelle. À l'intérieur, on avait toutes les commodités imaginables. Pour l'époque, on parle de système de communication, de boussole, un genre de GPS des années 30, on va dire quand même. Et on a conçu également la caravane qui va à l'arrière, qu'on pouvait transporter 6 personnes à l'intérieur, même en roulant. Faites pas ça aujourd'hui, là, parce que ça allait avoir des problèmes. Les règles sont pas les mêmes, puis il y a eu des expériences en roulant qui n'ont pas été tellement intéressantes. Non, pas vraiment. Donc, il y avait un système de communication à partir de la caravane avec le tracteur avant pour communiquer ensemble. M. Eaton avait construit une espèce de coupole pour avoir une vue exceptionnelle sur la route. Même la caravane en arrière, on peut voir qu'il y a des fenêtres à l'avant avec des essuie-glaces. On avait système de climatisation, salle de bain et autres. Vraiment un concept unique. Je n'ai pas besoin de dire que cette pièce-là est dans un musée aujourd'hui, au Hall of Fame à Kalamazoo, Michigan, parce que oui, il y a un Hall of Fame des roulottes et des VR aux États-Unis. Alors, une chose aussi que je dois mentionner, le moteur a atteint 250 000 milles du tracteur. On l'a changé pour un diesel Cumming à ce moment-là. C'est quand même exceptionnel pour l'époque. Il a roulé quand même pas mal avec. Oui, on a eu vraiment quelque chose d'exceptionnel à ce niveau-là. Et on est encore dans les lignes très futuristes, mais c'est pas monsieur tout le monde qui s'est procuré ça parce qu'on en a produit seulement 2. Là. On s'entend. On parle du très haut de gamme adapté, mais est-ce qu'on peut dire que c'est le premier VR, entre guillemets, de grand luxe? On pourrait dire, mais vous allez voir dans le courant de la série, il y en a eu d'autres également. Si bien que, justement, tu m'amènes à la prochaine épisode, on va tomber dans la catégorie avec Pierce Arrow. On va vraiment parler de véhicules roulottes de luxe. Merci, Mario. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le magazine V8 Passion.
Le 4 avril 1969, le docteur Denton Cooley réalise la première implantation d'un cœur artificiel au Texas Heart Institute de Houston. Malheureusement, Ascot Karp ne survivra que 3 jours avec son nouveau cœur. Le 15 août, le festival de Woodstock, dans l'État de New York, ouvre ses portes. Pendant 3 jours, près de 400 000 personnes célèbrent l'amour, la paix, la musique, à l'aide de quelques substances. Les grands noms se succèdent sur la scène, dont Joe Cocker, Janis Joplin, Santana, The Who et Jimi Hendrix. Le 29 octobre 1969, un groupe de recherche de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, réussissait pour la première fois à envoyer un message d'un ordinateur à un autre. La transmission du message est rendue possible grâce à l'interface Message Processor, première génération de ce qu'on appelle aujourd'hui un routeur. Éric, dans le volet précédent, on a eu la chance de se promener à Camaro, de parler de la voiture. Maintenant, dans ce volet-ci, on va parler un peu plus de ton social avec la voiture. C'est le fun d'avoir une voiture antique, on peut faire plusieurs choses. Toi, dans la vie de tous les jours, comment tu profites de ta voiture? Bien, j'utilise le plus souvent possible, je dirais. Puis même pour les balades en famille, on aime bien ça. On l'aménage pas, disons. OK. On garde ça en bon état. On essaye d'éviter la pluie, idéalement. On va pas sous la neige, hein, comme mon père faisait à une certaine époque. C'est pas une bonne idée. Sauf que, non, c'est ça, on se déplace beaucoup en famille quand même. Les enfants adorent ça. Les enfants me demandent c'est quoi les manivelles en arrière pour les fenêtres. Là. Ils connaissaient pas ça. Pour eux autres, c'est toute une curiosité. C'est un autre monde. Parce que là, effectivement, les vitres manuelles, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu ça. Veut pas, l'étrangleur, ou ce qu'on appelle le choke, c'est une autre manière aussi. Aujourd'hui, c'est tout automatisé. Donc, eux autres, ils découvrent des choses. Oui, ils découvrent des choses. Puis on dirait qu'aujourd'hui, les voitures vont toutes vite. C'est comme insonorisé. C'est comme... Là-dedans, là, tu te promènes à basse vitesse, c'est plaisant, ça ronronne, les gens font des pouces. Tu sais, c'est vraiment différent. Puis sur la route aussi, une voiture haute performance moderne, parce qu'on va en parler un peu plus tard, tu en as. Oui. Sur la route, c'est une voiture qui est plaisante à conduire à 100 km/h, alors qu'une voiture ultra performante, il faut aller à des vitesses supérieures pour avoir le feeling. C'est ça que j'aime de ces voitures. C'est exactement ça que je veux dire. Ouais. Le genre de voyage que tu peux faire avec ta famille, si tu es assez proche, est-ce que tu te promènes un petit peu? Bon, on se promène quand même un petit peu. Je suis monté plusieurs fois à Trois-Rivières, au Saguenay. Même je suis déjà allé dans le coin de Mirabel pour une exposition aussi. Évidemment, c'est moins logeable que les véhicules d'aujourd'hui, puis je n'ai pas la capacité de remorquer l'auto, donc je la roule sur son pouvoir. Là. Puis c'est une bonne chose, honnêtement, de pouvoir en profiter Bien, aussi. je pense que c'est ça le but là, de l'auto. Là. Est-ce que tu as eu, au cours des dernières années, des surprises sur la route? Ça a toujours fonctionné comme un beau moulin neuf? Non, ça a toujours bien fonctionné. Elle a été bien restaurée. L'auto a été restaurée en 2007, la carrosserie, tout ça, avant que je la possède. Puis le côté moteur a été restauré très bien en 2016. Fait que tu en profites encore. As-tu d'autres projets de voiture antique ou celle-là, c'est ta voiture et tu veux la garder le plus longtemps possible? Bien, en fait, c'est pas mal la seule voiture antique parce que c'est vraiment un coup de cœur, la relation avec celle que mon père a eue. J'ai acheté récemment des voitures plus récentes un peu, une Porsche 944 entre autres, qui ça représente plus ma jeunesse à moi. Là. Que tu t'amuses avec? Oui, effectivement. Même chose que ça. Je roule aussi avec de la même façon. Là. Puis aussi, on parlait de ça en pré-entrevue, c'est une voiture à essence, mais ça n'empêche pas d'être aussi technologique puis d'aimer les technologies électriques. Tu possèdes également une voiture électrique. Oui. Puis je trouve que chaque voiture a ses qualités, ses défauts, puis ses moments pour la rouler surtout. Oui. Je me verrais pas partir en balade un dimanche après-midi avec un soleil comme ça, avec une voiture électrique. C'est avec ça qu'il faut partir. T'sais. Exactement. Cette voiture-là et les voitures antiques en général, c'est plaisant pour plusieurs raisons, mais la nostalgie fait partie de ça. Le son, d'être dépaysé puis d'avoir du plaisir à conduire à basse vitesse. Oui, puis c'est malheureux à dire, mais l'odeur de gaz aussi. Ça vient fait avec partie. ça vient avec ça. Éric, merci beaucoup pour l'entrevue, puis tu nous as fait découvrir une voiture magnifique, une Camaro 69, et je te souhaite beaucoup de plaisir encore avec. Merci. Ben, merci de m'avoir accueilli. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty, assurance de voitures classiques.
Cette semaine, à Passion Auto Rétro, mais on rencontre encore une fois Marc avec grand plaisir. Salut, moi, Eric, t'es en forme? En pleine forme. On profite du Salon de l'Autosport. Enfin. Les amateurs, les constructeurs ont eu 2 ans pour bâtir. On voit des choses ici là, qui sont extraordinaires. Tout le monde est là. Cette semaine, on va parler d'huile minérale, Marc. Yes! On parle de notre gamme Muscle Hot Rod, donc pour ce qui est muscle car, hot rod, véhicule classique. Mais on parle de la version minérale. On a parlé dans une autre émission du synthétique, mais c'est pas tout le monde qui veut mettre de la synthétique dans un moteur qui a un certain âge, disons. Il y a des gens qui sont puristes, on pourrait dire. C'est en plein ça. OK. Donc, ils tiennent à mettre... À l'époque, c'était de l'huile minérale, donc ils veulent mettre de l'huile minérale. Puis, c'est parfait. Nous autres, on a exactement qu'est-ce que ça prend pour mettre dans leur moteur. Donc, une huile minérale avec taux de zinc élevé, avec des additifs qui sont, je vous dirais, qui ont été améliorés de beaucoup, donc les additifs d'aujourd'hui, mais qui répondent aux besoins des anciens moteurs. Parfait. Nous, on va se déplacer vers encore une fois, toute une voiture. Yes, toute une voiture. On réserve de la surprise pour les gens. On réserve la surprise. Well, life has nearly killed me and my mind is putting me on the edge. Marc, tu nous amènes vers ta surprise. Wow! Je peux rien que dire wow! Yes, sir. Là, on parle d'un modèle Ford 1930, mais légèrement modifié. Légèrement modifié. Propriété de M. Delisle, Stéphane Delisle, quelqu'un que je connais. Écoute, c'est un joyau, c'est incroyable. Et on regarde ça. Moi, juste ça, ça me parle, juste ça. Là. Moi, j'appelle ça une œuvre d'art. On est Exactement. d'accord? Exactement. C'est joli, c'est sobre, c'est unique, c'est incroyable comme c'est beau. Mécaniquement, qu'est-ce qu'on a dans le véhicule? Ouais, il y a 383 Chevrolet, blower 671, 11 livres de boost, 2 carburateurs, transmission pas trop courant. Je sais pas comment d'acheter, mais là, regarde ça, tu sais, roue de broche, frein à disque, etc. L'intérieur, impeccable, 4 bucket seats. Puis là-dedans, ben, il y a de la 2050 Mine Muscle and Hot Rod. C'est une huile minérale, ouais, c'est ça. Parfait. Écoute, toujours la bonne huile pour le bon véhicule. Toujours dans ce sens-là. Hey, Marc, je te remercie beaucoup. Tu nous as fait découvrir des maudites belles choses. Merci. Et merci d'avoir pris ton cœur pour nous montrer tes coups de cœur. Ah, ben on essaie. Il y en a beaucoup ici, là. C'est dur à choisir. Il y en a pour les fous et les fins. Merci, Marc. Bye. Passion Auto Rétro vous a été présenté par le magazine V8 Passion. Eh bien, c'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro.